Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e et dernier cours de philosophie générale consacré à la notion d'art. Comme d'habitude, à la fin de chaque série de vidéos, je vous propose le développement autour de la théorie que l'on aborde, ainsi qu'un récapitulatif en fin de vidéo des différentes approches que l'on aura examinées au cours de notre cheminement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sacré morceau, puisque je vais essayer de vous proposer une synthèse, comme la fois précédente, d'une immense théorie philosophique en esthétique, et il va s'agir de celle de Schopenhauer, qui a exercé une influence immense sur le monde des arts et en philosophie esthétique par la suite, au moins autant que celle de Hegel, il me semble. La philosophie esthétique de Schopenhauer est massive et comprend de nombreux aspects, c'est sans doute la plus grande à mon humble avis, avec celle de Kant et de Hegel. Donc il est possible que la vidéo dure un certain temps, mais il fallait bien que je l'aborde car ne pas connaître ou maîtriser un minimum Schopenhauer, notamment à propos de l'art, est une grave lacune. Évidemment, Schopenhauer a bâti un immense système philosophique, au même titre que Kant ou Hegel, et l'esthétique occupe une place des plus importantes dans sa philosophie, et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que l'esthétique constitue en bonne partie le livre 3 de son œuvre la plus importante, à savoir le monde comme volonté comme représentation, soit un bon quart du livre assez volumineux d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que Schopenhauer, comme on va le voir, relie directement l'art à d'autres notions telles que la vérité ou même l'éthique liée à la recherche du bonheur. C'est d'ailleurs pour cela que sa théorie esthétique est sans doute la plus belle et la plus parlante que je connaisse, et aussi pour cela que j'ai choisi de clore mon chapitre avec lui, parce que de toute façon, c'est avec ce philosophe que j'ai le plus d'affinité. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous montrer en quoi la théorie esthétique de Schopenhauer permet de considérer de nombreux sujets propres à l'esthétique, notamment concernant le rôle du désir par rapport à l'art, que j'ai un peu abordé pour l'instant avec Kant principalement. Je vais bien vous montrer en quoi son approche nous permet de faire évoluer notre précédente réflexion sur la conception historique de Hegel à propos de la valeur de l'art. On a vu que selon Hegel, auquel Schopenhauer s'opposait farouchement et violemment sur à peu près tout, l'art progressait vers un idéal de beauté objectif et que l'on cernait toute la valeur esthétique d'une œuvre d'art en la réintégrant dans un contexte historique. Comprendre une œuvre d'art, c'est donc l'inclure dans un contexte historique, contexte qui témoigne à lui seul d'un degré de perfection plus ou moins élevé de réalisation de la spiritualité humaine dans le type d'œuvre d'art qui sera développé à cette époque. On a vu que cette théorie était courageuse car elle permettait d'en finir avec ce maudit relativisme concernant l'appréciation en art, dont Hume est en partie responsable malgré lui malheureusement, qui consistait à faire dépendre le beau ou la valeur d'une œuvre d'un plaisir esthétique, toujours universel dans sa portée mais jamais dans son contenu. Le problème de cette théorie, c'est qu'il part d'un double présupposé contestable, d'une part que ce qui a été fait à une époque éloignée du 19e siècle aura forcément moins de valeur que ce qui a été réalisé au siècle dont Hegel est contemporain, et que la valeur d'une œuvre repose toujours sur un contexte précis. D'autre part, qu'il n'y a pas d'art sans idée et que si l'art en vient, comme c'est le cas dans la modernité à s'en passer, en renonçant parfois au sens ou à une dimension proprement spirituelle en art, il y aurait bien une mort de l'art. Concernant ce second point, j'ai décidé de ne pas le contester réellement, car je n'ai pas, bon déjà parce que je suis un peu d'accord avec lui, puis aussi parce que j'ai pas d'argument à faire valoir en faveur de l'art conceptuel ou expérimental, mais je vais quand même tâcher de faire une petite parenthèse là-dessus en fin de vidéo, et de vous donner une nouvelle piste de réflexion possible, car on pourrait considérer cela comme un manque autrement. Concernant le premier point, c'est justement là-dessus que Schopenhauer permet de réduire en pièces la théorie esthétique de Hegel, grâce à une distinction conceptuelle précise et utile qu'il développe au livre 3 du monde comme volonté comme représentation. Il s'agit de la distinction entre une signification interne et une signification externe en art. Je vous donne un exemple pour l'illustrer. Si vous contemplez un tableau aussi connu et aussi culte que La liberté guidant le peuple du peintre Delacroix, que l'on retrouve également au musée du Louvre, ce que vous voyez, c'est un amoncellement de cadavres sur lesquels se juchent les révolutionnaires, dont Marianne, les seins à l'air, qui, comme vous le savez, incarne la République française et ses valeurs. Justement, bon voilà, on la voit sur un tas de cadavres avec les révolutionnaires.
Donc ce tableau du XIXe siècle a beau représenter un événement historique daté que l'on peut recontextualiser, il s'agit de la Révolution française bien entendu, la connaissance de cet événement n'influence pas sa valeur au niveau esthétique. Pour le dire autrement, en contemplant le tableau en question, j'ai suffisamment d'éléments visuels au niveau des cadavres, de la fumée ou des couleurs plutôt sombres pour avoir l'intuition d'une idée universelle qui se situe au fond de la condition humaine et qui est ici celle de révolte. C'est en ce sens que Schopenhauer opère cette distinction entre signification interne et externe, dans la mesure où la signification externe fait dépendre le sens d'une œuvre d'un contexte historique précis, et présuppose que si l'on n'a pas la connaissance de ce qu'a voulu représenter l'auteur, on va forcément passer à côté, et signification interne, où justement la valeur et le sens du tableau lui est interne, et nous parle directement sans la connaissance d'un tel contexte. En fait, mon exemple n'est pas anodin, je l'ai choisi pour vous montrer que selon le point de vue que l'on adopte, on peut se concentrer sur sa signification externe, l'événement historique représenté qui permet de placer l'œuvre dans un contexte, ou, comme le prescrit Schopenhauer, sur sa signification interne. Et la signification interne, elle dépend de l'idée qui est incarnée. Le contexte, c'est juste, on va dire, un prétexte à faire surgir l'idée, mais c'est pas ça qui est le plus important, vous comprenez? Et justement, dans le cas de ce que Schopenhauer nomme la signification interne, eh bien là, on a un rapport d'immédiateté intuitive à l'œuvre d'art. On contemple l'œuvre d'art pour elle-même, et celle-ci va nous parler car l'on va avoir l'intuition d'une idée universelle, au sens platonicien du terme, mais je vais revenir sur ce point ensuite, qui est ici celle de révolte dans le cadre du tableau très célèbre que je viens de prendre en exemple. Pour Schopenhauer, si une œuvre d'art est réellement belle et réussie, elle aura une portée universelle qui traversera et transcendra les époques. Ses couleurs, son rendu global, la manière dont elle est élaborée, tout cela va nous parler, nous faire saisir par intuition l'idée que l'artiste a voulu incarner dans sa production. En effet, les idées ne sont pas relatives à un espace ou à un temps précis. Dans le cadre de la liberté guidant le peuple, ce n'est pas tellement la Révolution française qui est représentée, mais l'idée de révolte, ce sont elles qui non seulement font la valeur esthétique de l'art, les idées, mais en plus confèrent à l'art une dimension épistémologique, dans le sens où l'art permet d'atteindre une vérité qui nous échappe en temps normal, une vérité qui nous est voilée. Pour bien comprendre ce point novateur dans la théorie esthétique de Schopenhauer, il faut préciser que ce dernier effectue un renversement total et complet de la théorie platonicienne de l'art. Vous vous en souvenez si vous m'avez suivi jusqu'à présent, pour Platon, l'art défigure les idées, les déforme ou produit des copies imparfaites de phénomènes, même si on a vu qu'il pouvait y avoir un usage éducatif de l'art pour Platon. Eh bien pour Schopenhauer, l'art nous conduit nécessairement aux idées universelles, le véritable art, l'art avec un grand A, pas un art qui se passerait d'idées justement. L'art nous conduit nécessairement aux idées universelles qui sont le propre de la condition humaine, et la condition humaine est relative à la volonté. Volonté qui est un concept central chez Schopenhauer, sur lequel je devrais consacrer une vidéo de 40 minutes minimum si je devais vous en détailler toute la puissance et l'étendue de façon condensée et un peu superficielle, mais grosso modo, la volonté est une force métaphysique et aveugle qui s'exprime en nous à la manière de ce qu'il nomme un vouloir vivre, un instinct de conservation tyrannique et égoïste qui nous aveugle en temps normal. Vous vous souvenez que j'ai déjà consacré une vidéo à l'éthique de Schopenhauer il y a un bon moment déjà. Je vous y renvoie pour plus de précision sur ce point. C'était dans ma série de cours sur le bonheur. Le désir est cyclique, car nous sommes en permanence animés par un manque qui nous stimule et nous anime, et une fois que nous comblons ce manque, nous ressentons un ennui qui va nous amener à ressentir un manque, du manque, et à désirer et à un désir de nouveau, donc de façon répétitive, interminable. L'ennui, c'est le manque du manque, c'est quand justement il nous manque plus rien, et puis on se dit qu'est-ce que je vais faire, il faut que je refasse quelque chose. Donc la vie alternant comme un pendule de la souffrance à l'ennui, bon je vais pas revenir là-dessus, c'est tellement connu et cliché. Eh bien justement, l'art dans le système métaphysique de Schopenhauer est une des voies de libération par lesquelles le sujet peut s'extraire, au moins momentanément, de cette condition malheureuse,
Il peut justement suspendre le pendule ou rompre avec ce cycle. Si vous avez des a priori sur Schopenhauer à cause de son soi-disant pessimisme, je vous conseille de lire le livre 3 du Monde comme volonté et comme représentation. Vous verrez que c'est très lumineux et très vivant, justement. Pour Schopenhauer, lorsque je contemple une œuvre d'art, j'accède à une vérité première, idéale et originelle sur ce qui constitue le fond de la condition humaine, et l'art, en mettant à distance ce qui nous paraît terrible ou vecteur de souffrance dans la réalité, en s'inspirant uniquement de l'idée, nous apaise justement. Représenter l'idée, c'est une manière finalement, on pourrait dire, de mettre à distance ce à quoi l'idée renvoie, et de cette manière-là, nous procurer une grande forme de joie quand on contemple l'œuvre d'art. Pour le dire simplement, personne ne prend du plaisir à souffrir ou à s'ennuyer. Par contre, contempler, je sais pas moi, un film qui va représenter la souffrance ou l'ennui, bon bah, ça va pas forcément nous faire de mal. Ça serait même plutôt le contraire, ça nous apaise, ça nous détend. En passant, le livre 3 du Monde comme volonté comme représentation permet à Schopenhauer de nuancer son présupposé originel qui pose au début du livre 1 à la manière d'un axiome. Le monde est ma représentation, ce n'est pas parce que notre rapport au monde se réduit à une simple représentation, à un filtre du sujet qui sélectionne selon ses intérêts vitaux et égoïstes ce sur quoi il doit se concentrer, lorsqu'il connaît et agit, que la vérité est subjective justement. Et il y a une vérité objective pour Schopenhauer, et cette vérité objective, qui dépasse le cadre de la représentation, en tant qu'elle est également déterminée par ce qu'il nomme le principe de raison, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est trop compliqué et puis c'est pas le sujet. Elle se situe dans l'art qui nous permet de nous décentrer de notre propre ego pour accéder à des idées universelles qui nous dépassent et nous permettent de ne plus désirer momentanément. Schopenhauer reprend un concept qu'il fait sien dans son système et qui est celui du voile de Maya, propre à la philosophie bouddhiste, qui a grandement inspiré ce dernier, en particulier les Védas et les Upanishads, selon Schopenhauer. Et c'est là un point décisif qui a été introduit en esthétique, et certainement pas par Bergson, qui a presque intégralement pompé ce dernier en remplaçant le voile de Maya dans sa théorie par le voile tissé par la petite fée. L'art s'oppose à la tyrannie du désir et à la vie elle-même, en tant qu'ensemble des pulsions qui se manifestent en nous pour garantir notre conservation. Pour Schopenhauer, l'art c'est avant tout une affaire de regard. Vous remarquerez que je parle de Schopenhauer, je parle pas de Bergson. Une affaire de représentation qui s'est libérée de la tyrannie du vouloir, du caractère insatiable de notre désir. Pour Schopenhauer, il y a un regard ascétique, on pourrait le dire, qui est le propre de l'enfant sur le monde et qui est commun avec celui de l'artiste qui produit une œuvre d'art. Quand vous êtes enfant, pour Schopenhauer, vous n'avez pas une intelligence encore très pragmatique, vous vous émerveillez plus facilement des choses qui vous entourent et vous êtes comparable à un philosophe miniature, puisque l'étonnement est à la base même de la philosophie pour ce dernier. Et il a une théorie magnifique et bouleversante dessus, mais je n'ai pas le temps de la creuser cette fois-ci. L'argument que donne Schopenhauer pour l'expliquer, c'est que vos hormones, en gros, ne se sont pas encore manifestées. Pour Schopenhauer, à partir du moment où vos parties génitales se développent, vous êtes de plus en plus aveuglé par votre désir, qui répond fondamentalement à un désir de perpétuation de l'espèce, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir prochainement, et vous perdez de vue le rapport désintéressé et naïf que vous aviez en étant enfant. Excepté le génie qui, selon lui, est une exception. Le génie artistique reste un grand enfant toute sa vie. Il y a un exemple très concret et éclairant que prend Schopenhauer dans les suppléments du Monde comme volonté comme représentation pour illustrer cette importance du regard en art, c'est celui du touriste. Quand un touriste se rend dans une ville qu'il ne connaît pas et dans laquelle il ne vit pas, sa représentation du monde ne sélectionne pas les éléments les plus susceptibles de le satisfaire d'un point de vue vital et utilitaire, car il n'est pas là pour travailler afin d'assurer sa subsistance ou pour remplir ses besoins structurés par sa quotidienneté. Il est là pour passer un bon moment et par conséquent, il va admirer plus longtemps l'architecture des bâtiments, leur forme et la plupart des éléments qui composent son décor. A l'inverse, le citadin qui habite la ville, il va aller à l'essentiel car il n'a pas de temps à perdre, il est sous l'emprise de son désir et il est animé par son instinct de survie, donc il va viser avant tout l'efficacité pour se repérer à partir de ses habitudes, vous voyez ?
Il aura une représentation pragmatique du réel qui l'empêchera de s'intéresser à la valeur esthétique de tel ou tel élément du décor. Il va se représenter tel ou tel bâtiment comme un endroit dans lequel il a l'habitude d'aller faire ses courses, mais pas comme une œuvre architecturale qu'il pourrait contempler et dont il pourrait éventuellement avoir une idée par intuition. Cet exemple que prend Schopenhauer est à mettre en perspective avec sa théorie de la représentation proprement artistique en art, au livre 3, comme je l'ai expliqué. Selon Schopenhauer, il y a un voile de Maya qui est celui de la représentation et qui nous éloigne de l'essence des choses, au niveau idéal. Ce voile de Maya nous éloigne des idées universelles auxquelles renvoient les objets autour de nous. En sanskrit, Maya renvoie au pouvoir de la divinité de générer une illusion, nous faisant nous méprendre sur le réel et nous faisant nous complaire dans l'apparence du phénomène. On comprend pourquoi Schopenhauer reste platonicien d'une certaine façon. En effet, ça pourrait paraître curieux pour ces beaucoup trop nombreuses personnes qui n'ont qu'une connaissance médiocre, voire nulle de Schopenhauer, mais celui-ci conçoit la vie comme un véritable miracle potentiel dont le caractère douloureux tendrait à disparaître si on était davantage capable de s'émerveiller de peu. Se promener dans la nature et contempler un arbre peut déjà nous donner un plaisir esthétique incomparable en théorie. L'enfant est plus heureux parce que justement il s'émerveille plus facilement des choses autour de lui et quand il a un regard désintéressé sur les choses liées à sa curiosité, il ressent de la joie, vous voyez, l'enfant. Et le génie, comme je l'ai dit, ça reste un grand enfant toute sa vie. Et il est capable de s'émerveiller de peu, et c'est aussi ce qui explique le fait qu'il soit dans les nuages, qu'il soit tête en l'air, qu'il frôle parfois la folie pour Schopenhauer, et que il ait un comportement qui puisse paraître fantasque et décalé aussi. Bon, par ailleurs, Schopenhauer était assez fantasque lui aussi, donc il y a peut-être une mise en abîme. Le philosophe, le vrai, le génie ou l'enfant ont en commun le pouvoir de s'émerveiller à partir de peu et d'avoir des intuitions concernant des idées que l'artiste génial représentera dans ses œuvres. Pour Schopenhauer, l'artiste génial ne peut qu'être une personne ayant accès à une certaine vérité objective du monde. Il n'a pas le même regard que celui qui ne pense qu'à son prochain rencard sur Tinder et au prochain match de foot de son équipe préférée. C'est quelqu'un qui a de l'idée au sens fort, idée avec un grand I, au sens fort du terme, car il est capable de laisser de côté son appétit sexuel ou son désir tout court de manière ponctuelle afin d'en avoir l'intuition. L'imagination va lui permettre de mobiliser des images liées à son vécu, et l'idée dont il a l'intuition, lorsqu'il laisse son désir de côté dans son processus créatif, va être ainsi mise en image. De telle sorte que lorsqu'une personne contemplera le tableau, dans le cadre de l'art pictural par exemple, il n'aura aucun mal à saisir l'idée originelle qui a servi, car l'œuvre d'art va le happer en quelque sorte. Il va ressentir de la joie prise à la contemplation esthétique de l'œuvre, et ce faisant, il va avoir l'intuition de l'idée intemporelle qui a servi à créer l'œuvre. La joie, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est de façon négative le fait de se sentir à l'abri de tout trouble lié au désir, au vouloir vivre donc. Elle s'oppose par nature à la conservation de notre vie, qui occupe la majeure partie de notre existence. C'est pour ça que quand vous regardez un film ou une série, par exemple, pour parler de choses qui sont beaucoup plus terre à terre, vous oubliez un peu tous vos soucis. Vous voyez, vous oubliez justement vos manques et ce qui vous manque et ce qui vous fait du mal en temps normal. C'est en partie à ça d'ailleurs. Enfin, il y a une fonction thérapeutique dans l'art et en même temps, il y a aussi, comme le dit Schopenhauer, une fonction liée à la connaissance. On pourrait se demander par conséquent s'il y a une hiérarchie possible des arts chez Schopenhauer qui reposerait sur autre chose que des facteurs historiques, puisque ce dernier, en opposition à Hegel, défend une conception intemporelle de l'art. Sur quels critères établir la valeur de l'art en conséquence? Bon, alors là, faut bien vous accrocher, ça va être le moment le plus dur de la vidéo. J'en parle jamais trop à mes élèves parce que je pense que c'est un peu trop technique. Eh bien, pour être honnête avec vous, donc c'est le point le plus difficile à cerner de sa théorie. Plus que chez Hegel, je trouve. En plus, si je devais vous l'expliquer dans le détail, ça m'obligera à creuser un peu plus son concept de volonté et la vidéo risque d'être déjà assez longue. Mais disons quand même que pour lui, la valeur des arts est liée aux différents degrés d'objectivation de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En gros, ça signifie que pour Schopenhauer, c'est son caractère universel, lié à l'idée qui lui sert de base, qui permet à une œuvre d'art d'avoir de la valeur.
le fait que ça puisse nous parler, pour le dire simplement. Or, la volonté qui, comme je l'ai expliqué, est une force métaphysique invisible dont on ne connaît que les manifestations, la plus directe étant le désir qui nous anime quotidiennement au niveau corporel, elle est soumise à des degrés d'objectivation. Évidemment, je parle de ça, hein, mais je vous en parle à vous qui me suivez et qui êtes attentifs, hein, pas forcément à des élèves de terminale qui sont pas assidus. C'est-à-dire que nous procédons tous d'elle, nous sommes tous soumis à un mouvement qui nous anime de manière causale, et la volonté qui est à la base même de tout être naturel s'incarne selon un certain degré de conscience. La pierre, c'est ce qu'il y a de moins conscient et aussi de moins libre accessoirement puisque ça réagit qu'à la causalité. Si vous avez vu ma vidéo sur Heidegger, vous devez savoir à quel point je méprise les cailloux. Eh bien, il faut croire que mon mentor spirituel ne les aimait pas beaucoup non plus. Les végétaux, c'est déjà un peu mieux. Les animaux, c'est encore plus conscient que les végétaux. Et l'homme qui possède la raison, alors là, c'est le top en termes de conscience du monde, hein. Sauf que c'est aussi pour cela qu'il est si malheureux et bien plus que le reste du règne animal, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour Schopenhauer, il est donc possible de hiérarchiser les arts en fonction de leur degré d'expressivité, du plus haut degré de conscience atteint par la volonté quand elle se manifeste sous la forme d'un être naturel déterminé. Par exemple, une sculpture qui représente des animaux peut être belle, mais elle nous parlera moins que si elle représente un homme. Forcément, puisque l'idée d'homme caractérise le mieux notre propre humanité. Donc, de ce point de vue-là, une sculpture qui va représenter un homme, eh ben, elle va être plus belle qu'une sculpture qui va représenter un animal. De la même façon, l'architecture qui repose sur une dimension utilitaire, permettre aux gens d'être logés, est nécessairement moins parlante et forte au niveau esthétique que les œuvres d'art issues de la peinture ou du théâtre. Par ailleurs, parce que dans l'architecture, vous voyez, le besoin de conservation est encore présent par rapport au théâtre, par exemple. Par ailleurs, cette hiérarchie des arts suit donc une logique, vous l'aurez compris, je pense, qui est celle de la réceptivité des idées les plus universelles possibles. Au plus un genre d'art est apte à produire des idées qui vont nous concerner, à les mettre en forme, au plus le genre en question aura de la valeur. C'est pour cela qu'au sommet de sa hiérarchie, on retrouve la dramaturgie et la poésie dramatique, la poésie lyrique notamment qui fait, on va dire, la part belle aux sentiments, puisque selon Schopenhauer, on va pas le refaire que voulez-vous, la souffrance est le fond même de toute notre existence. Donc un art qui aura le plus de valeur, c'est celui qui va le mieux représenter la souffrance ou l'ennui, qui sont les choses les plus récurrentes et constantes dans notre vie. Nul doute que Schopenhauer devait apprécier Faust de Goethe, qu'il a connu personnellement d'ailleurs, où vous avez un scientifique qui a passé sa vie à se cultiver et regrette de ne pas avoir suffisamment joui des plaisirs les plus rudimentaires liés à la jeunesse, chose qui le poussera à passer un pacte avec le diable afin de retrouver cette jeunesse perdue et qui le conduira ensuite à sa perte. Là, vous avez la souffrance et l'ennui, puis une souffrance encore plus grande qui sont représentées, donc ça souscrit assez bien aux critères esthétiques de Schopenhauer à ce niveau-là. La musique occupe une place à part dans sa théorie, car elle est au sommet de toute hiérarchisation possible. C'est un langage universel pour Schopenhauer qui non seulement dépasse la barrière de la langue ou de la culture, mais en plus est l'expression de l'essence intime du monde. Pour Schopenhauer, la musique est la seule chose qui soit encore plus vraie que la philosophie, la sienne, qui recourt quand même à des concepts ou à un art quelconque. Elle dépasse les limites du langage en étant elle-même la synthèse de toutes les émotions relatives à notre condition et que nous ressentons à cause de notre propre volonté qui se manifeste en nous. Par ailleurs, ce lien entre musique et essence du monde n'est pas complètement fantaisiste et arbitraire, car il tente de la légitimer en montrant que les sons et les notes utilisées expriment des éléments de la nature. Par exemple, les voix de ténor ou de tête expriment le caractère léger de l'air, puisqu'il s'agit de voix qui seront qui seront, on va dire, assez puissantes et en même temps, parfois donc, en ce qui concerne les voix de tête, qui seront plutôt aiguës, tandis que les voix de baryton ou de ténor renverront à la matière lourde, la roche notamment. Moi, par exemple, bon, si j'étais chanteur, je chanterais avec une voix de basse comme ça, et certainement que par mon interprétation,
ça serait le caractère lourd et pesant de la matière que vous voyez, que je véhiculerais. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs avec ma voix. Donc, qui constitue le substrat matériel du monde, hein, la roche. Donc, je peux vous l'illustrer avec un exemple de morceau de musique contemporain à Schopenhauer, d'un compositeur qu'il aimait beaucoup, à savoir Rossini, La Pie voleuse de Rossini, morceau utilisé dans le cadre de l'opéra. Par exemple, par ses instruments avant légers et son rythme enjoué, pendant la première mesure du morceau, exprime parfaitement le vol de l'oiseau dans les airs et la légèreté et l'élégance qui caractérisent ce dernier. Bref, vérité et musique, pour Schopenhauer, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que ça m'insupporte quand j'entends des sophistes dire sur YouTube que la musique c'était pas mieux avant, gna gna gna, quand on voit les horreurs que peuvent produire l'industrie musicale de nos jours. Enfin bon, c'est pas le sujet. Cependant, il y a encore un point qui reste à élucider. Comment est-ce qu'un artiste de génie peut-il être dit génial alors même qu'il y a souvent eu à travers l'histoire ce que l'on a appelé des génies incompris, thématique très chère à notre philosophe préféré pour des raisons plus qu'évidentes. En effet, si l'artiste génial l'est réellement, eh bien, il devrait pouvoir faire se sentir concerné tout le monde par ses œuvres, et il semble que malgré tout, comme on l'a vu, aucune œuvre d'art ne fait réellement l'unanimité. Au mieux, il y a un consensus, donc vous voyez, ça c'est un problème qui demeure, on va voir comment Schopenhauer résout le problème. Alors pourquoi Schopenhauer confère aux œuvres d'art, si c'est le cas, aux œuvres d'art géniales, une dimension universelle et intemporelle? Intemporelle, oui, peut-être, parce qu'elle reste à la postérité, mais universelle, bon, pourquoi? Eh bien, justement, on en arrive à un point capital qui permet de se prononcer sur la valeur d'une œuvre d'art d'une façon qui n'est ni celui d'un jugement de connaissance, au sens kantien, ni celui d'une détermination subjective comme chez Hume, ou historique comme chez Hegel, c'est très simple. Le critère qui permet de se prononcer sur la valeur de l'œuvre d'art, c'est son intemporalité liée aux idées dont la portée universelle nous affranchit de l'ordre du temps, justement lorsque nous contemplons l'œuvre. Schopenhauer distingue ici l'homme de talent et le génie. On peut être artiste sans être un génie pour Schopenhauer, évidemment, mais de la même façon que Kant distinguait le maniériste du génie, on l'a déjà vu, Schopenhauer distingue l'artiste talentueux de l'artiste génial, en prenant comme critère principal la postérité, qui est la seule à pouvoir trancher de la manière la plus objective possible. Selon lui, un artiste talentueux parviendra à produire une œuvre plaisante qui plaira aux personnes de son temps et répondra à une nécessité historique. Il sera à la mode car il répondra à ce que la société attend et veut voir ou entendre. Tandis que l'artiste de génie sera le plus souvent incompris en bonne partie à cause du caractère novateur de son œuvre. Le génie, il a un coup d'avance par rapport au talentueux et il passe pour moins génial que lui alors que paradoxalement c'est pas le cas. La citation qui résume bien cette idée, je vous la donne, c'est la suivante. Le talent, c'est atteindre un but que les autres ne peuvent atteindre. Le génie, c'est d'en atteindre un que les autres ne peuvent pas même voir. Cette citation est très belle et très forte, mais en plus elle permet de remettre en avant ce que je vous disais par rapport à l'importance que Schopenhauer accorde au regard en art, puisqu'il dit bien ne peuvent pas même voir, donc ça renvoie vraiment à l'idée de vision, à l'idée de regard. Il y a ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais qui possèdent quand même un certain savoir-faire, et ils vont s'inspirer de ce qui marche le mieux à leur époque, et ils vont avoir du succès, tandis qu'il y en a quelques autres, plus rares, qui voient ce que les autres ne voient pas et leur donnent à voir dans leurs œuvres, qui rétrospectivement seront considérées comme des chefs-d'œuvre tout en étant incomprises sur le moment. Pour le dire simplement, ce qui fait la différence entre un tocard qui prétend réinventer l'art en faisant du grand n'importe quoi et un génie qui perturbe un peu tout le monde et ne parvient pas à trouver son public, c'est que le deuxième, on se souviendra de lui et que son œuvre restera à la postérité en traversant le temps. Voyez, c'est son intemporalité qui fait sa valeur. Autrement dit, laissons de côté nos jugements de goût, ou plutôt regardons si dans quelques décennies, tel ou tel artiste sera toujours considéré comme culte ou incontournable, car c'est le critère le plus impartial et le plus objectif dont nous disposons en matière d'art, et Schopenhauer nous permet de penser ça et de dépasser les apories précédentes. Voilà. Et concernant les exemples d'œuvres d'art modernes que j'ai pris la dernière fois, eh ben, il suffira de laisser le temps passer pour observer si l'absence d'idées
préjudiciable selon une conception intellectualiste de l'art, empêche celle-ci de traverser le temps, donc. Voilà, je pense avoir traité la plupart des grandes approches en esthétique au cours de cet itinéraire de réflexion. On a vu que l'art n'avait pas originellement pour finalité le beau, mais se confondait avec l'artisanat chez Aristote, ou pouvait n'avoir d'utilité que dans une perspective éducatrice avec Platon. On a vu également que l'art était évalué en fonction de critères subjectifs, le goût notamment avec Hume, ou objectif mais réducteur avec Hutcheson ou même un peu Hegel, et que sa finalité n'avait de sens que par rapport au beau dans le cadre des beaux-arts, représentant une idée plutôt qu'une réalité empirique déjà existante. Il apparaît donc que tout n'est pas art, ou plutôt que si art il y a du même coup une idée derrière, et c'est cette idée seule qui est capable de nous faire sentir concernés par l'art, et qui fait que nul ne peut être réellement insensible à l'art de manière générale. Avec Schopenhauer, nous aurons dépassé toutes ces considérations et aurons pu constater que la valeur éternelle de l'art réside dans la joie que celui-ci nous procure, en nous délivrant des tourments de l'existence lorsque nous contemplons une œuvre d'art et que nous nous oublions en elle. La question qu'il faudra encore résoudre, c'est si précisément, en nous affranchissant de nos désirs et de notre souffrance momentanément, l'art ne nous révèle pas de cette façon en tant que sujet conscient. Est-ce que la souffrance liée à notre désir nous révèle plus que n'importe quel autre animal que nous sommes précisément des individus dotés de conscience? Vous l'aurez compris, ah ouais, la transition, hein, vous l'avez pas vu venir. La prochaine fois, c'est la notion de conscience que nous commencerons à étudier dans une nouvelle série de vidéos. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir rendu justice autant que possible à cette grande et belle théorie. Je vous remercie de suivre mon travail et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À la prochaine fois.